Bien, bon après-midi à vous tous, mesdames et messieurs, amis sportifs. Merci de l'attention que vous accordez à votre émission News au Sport de ce jeudi du mois d'avril. Eh bien, nous allons aujourd'hui vous parler du tirage au sort de la CAN 2023 qui a eu lieu quelques jours passés en Côte d'Ivoire, lieu où se déroulera cette CAN 2023. La République démocratique du Congo connaît ses adversaires et dans cette phase éliminatoire, et il y a donc le Gabon, la Mauritanie ainsi que le Soudan. Il y aura un petit commentaire sur ces tirages dans cette émission, et puis on va parler de Cédric Bakambu et sa fondation. Cédric Bakambu, c'est l'international congolais qui évolue à l'Olympique de Marseille. L'avant-centre de la République démocratique du Congo a réussi à mettre en place une fondation qui réalise pas mal des œuvres sociales en République démocratique du Congo. Et nous avons sur ces plateaux son papa biologique, M. Jonathan Bakambu, qui est en même temps le vice-président de la Fondation Cédric Bakambu. Avec lui, nous allons nous apaisantir sur les activités de la Fondation Cédric Bakambu, et on parlera également de l'actualité sportive de son fils, parce que, comme vous le savez, Cédric Bakambu évolue à l'Olympique de Marseille. Il est également l'attaquant de Cédric Bakambu, de Léopard de la RDC, qui s'est fait éliminer lors du tour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Maroc. Et beaucoup de choses se sont dites par rapport à cette élimination, et ça fait beaucoup jaser, et il y a beaucoup de gens qui se sont attaqués aux footballeurs. Et on essaiera d'en parler dans cette émission d'aujourd'hui. Et voilà, mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de l'attention soutenue que vous accordez à votre émission. Et je l'ai dit tantôt que nous avons un invité. Il s'agit de Jonathan Bakambu, vice-président de la Fondation Cédric Bakambu, en même temps son père biologique. Bonjour papa. Oui, bonjour Patrick. Nous sommes heureux de vous avoir sur ces plateaux pour la première fois pour parler de votre fils ainsi que de la Fondation Cédric Bakambu. Je vous garde encore sur ces plateaux le temps de parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui vont démarrer déjà au début du mois de juin. La République démocratique du Congo connaît ses adversaires. Je pense que nos amis vont déjà nous balancer les équipes qui font partie du même groupe que la RDC dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous avons donc le Gabon, la Mauritanie ainsi que le Soudan. Donc certains pensent que c'est un groupe très abordable pour la République démocratique du Congo. Monsieur Jonathan Bakambu, vous avez votre enfant qui évolue dans l'équipe nationale de la RDC, qui est engagé dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous avez suivi les tirages au sort et là, vous venez encore de le revoir. La RDC est tombée dans un même groupe que le Gabon, qui l'a éliminé lors des éliminatoires passés de la CAN. Et puis, il y a le Soudan et la Mauritanie qui sont là. Alors, comment avez-vous trouvé ces tirages au sort pour la RDC? Pensez-vous que la RDC peut facilement s'en sortir? Bon, ben, c'est un bon tirage, c'est vrai. Mais attention, il ne faut pas tomber dans cette euphorie-là, à dire que c'est un bon tirage. C'est vrai, maintenant, là, les foot, c'est compliqué. Hein? Il n'y a pas de faibles. Tout le monde cherche à gagner. Voilà, vous avez vu les Gabon, dans ce tirage-là, ils se sont dit, ah, c'est nous, on va mettre des moyens pour aller à la CAN. C'est comme ça, il faut avoir une vision, il faut avoir vraiment du courage, il faut oser. Il faut oser. Nous avons vraiment une très bonne équipe, des joueurs, on a des très bons joueurs qui évoluent dans des très grands championnats. Mais pourquoi on n'arrive pas? Ça, c'est question d'organisation. Maintenant, je crois que on a tiré des leçons par rapport à quelques échecs qu'on a connus. Les échecs aussi, des fois, apprennent. Quand on échoue, on essaie un peu de comprendre pourquoi on a échoué. Mais cette fois-ci, je crois qu'on va passer. Oui, alors avec les moyens qu'on va mettre, nous avons un président de la République qui aime le foot, donc qui est prêt à mettre vraiment les moyens pour qu'on aille encore tenter notre CAN. Voilà, moi je crois. Et vous savez que votre fils, c'est un cadre dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées autour des éliminatoires et beaucoup de joueurs ont été visés, dont Cédric Bakambu. Je ne sais pas, vous êtes votre... comment vous réagissez par rapport à cela? Je ne vais pas répondre à cette question, donc je préfère qu'on passe à une autre chose. Parce que la distraction, c'est ça qui nous retarde. Quand on nous distrait, les autres avancent. Ça, pour moi, c'est une distraction. Donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour la distraction.
Nous avons nos objectifs, nous nous focalisons sur ces objectifs-là. Cédric escroc, Cédric tout ça là, on s'en fout quand tu n'es pas escroc. Pourquoi on doit s'atteler là-dessus? Non, moi Cédric lui m'a dit non, on ne va pas laisser tomber, c'est pas la peine. Nous avons autre chose à voir. Je vous garde encore sur ce plateau. Vous savez, Bakambu est arrivé dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo comme un attaquant qui a fait beaucoup de choses dans cette sélection nationale. Alors nous avons fait la sélection des quelques buts que Cédric Bakambu a inscrits avec le Léopard de la République démocratique du Congo. Je vous invite à suivre cela.
c'était les buts inscrits par Cédric Bakambu avec le Léopard de la République démocratique du Congo. À présent, nous allons parler de la fondation Cédric Bakambu. Monsieur Jonathan Bakambu, dites-nous d'où est venue l'idée de mettre en place la fondation qui porte le nom de votre fils. Oui, bon, voilà. Cette fondation a vu le jour en 2019. C'était l'idée de Cédric Bakambu lui-même. Il se rappelle son premier voyage au Congo, à Kinshasa. Jamais mis pied au pays. Il arrive, il joue le match. Et pendant qu'il était dans son bus, dans le bus de Léopard, il voyait des jeunes qui couraient, qui couraient ensemble, des groupes de jeunes. Et il voyait aussi dans le quartier les jeunes vraiment défavorisés qui jouaient au ballon. Alors lui-même, il s'est dit, si j'avais pas eu cette grâce d'être né en Europe, j'allais être comme ces enfants. Exactement. Comme c'est une grâce, je dois partager ce que je gagne, je vais le partager avec ces enfants. Okay. Je vais tout faire pour essayer un peu d'aider. Ça sera une goutte d'eau dans un océan. C'est pas grave, mais au moins que je fasse quelque chose pour ces enfants. Voilà, l'idée est venue de là. Et quand il est rentré, il a dit, papa, mais comment on va faire? Je lui ai dit, bon, écoute, on met quelque chose en place pour essayer d'aider. Si tu veux aider ces enfants, mais il faut qu'on mette une structure en place. Et cette structure, c'est la fondation. Et voilà que bon, on a eu plusieurs réunions avant de se lancer. Oui. Il y a eu plusieurs réunions à Paris, ici au Congo, tout ça. Là, c'est lui qui a fait quelques voyages. Et il a pris la décision de lancer la fondation. Et la fondation a été lancée en décembre 2019. Oui. C'était, je ne sais pas si tu étais là, à l'hôtel Memling. Oui, c'était le lancement de la fondation, l'inauguration. Bon, voilà. Jusque-là, depuis 2019, on existe officiellement. Oui, parce qu'on a notre personnalité juridique. Donc, on existe officiellement comme fondation en RDC. Donc votre fondation porte 5 axes. Donc, vous poursuivez 5 objectifs, en fait, dans votre fondation. Il y a l'alphabétisation, l'enseignement de base, la valorisation de l'histoire de la République démocratique du Congo, la promotion de nouvelles technologies et le sport. Alors, commençons avec l'alphabétisation. Comment comptez-vous arriver à réaliser vos objectifs par rapport à ces premiers points des objectifs en fait de votre fondation, l'alphabétisation? Voilà, donc le jour de l'inauguration, quand on a lancé ces projets-là, quand on a dit à tout le monde que la fondation va évoluer sur 5 axes, on a cité les axes. Bon, il y a d'autres personnes qui nous ont posé la question, et vous êtes sûr vraiment d'arriver à faire les 5 axes? Parce que c'est beaucoup. On a dit, on a mis des moyens pour. On va tout faire pour arriver. Donc là, on essaye. Et je crois que ça commence à se dessiner maintenant. Donc nos objectifs commencent à s'implanter, à prendre vraiment forme. Et par rapport à l'alphabétisation, ce que vous avez oui, justement, je vais arriver. Okay. L'alphabétisation, comme tu dis là, Patrick, nous avons commencé. Parce que Cédric aussi, il a vu qu'il y a pas mal de gens ici au Congo qui ne savent ni lire ni écrire. Oui. C'est un handicap. Pour le développement aussi du pays, c'est un handicap. Tout à fait. Alors on a dit, bon, commençons par des classes pilotes, voir un peu ce que ça va donner. Oui. Des classes pilotes, on a sillonné Kinshasa pour essayer un peu de voir comment on va faire avec des écoles. Alors, comme on est partenaire avec un orphelinat, de souris d'enfants à Mongafula. Là-bas aussi, il y a une école. Il y a une école primaire et secondaire aussi. Alors, nous nous sommes arrangés avec ces partenaires, parce qu'on soutient les orphelinats aussi. L'orphelinat souris d'enfants, c'est notre partenaire. Ils ont accepté de commencer des classes pilotes chez eux. Donc, ils nous ont laissé les locaux. Après l'école, quoi, les locaux libres, donc voilà. Alors quand ils ont lancé les recrutements, parce qu'on a formé le professeur, il faut que ce soit les professeurs bien formés pour ce genre de cours. Donc le jour où on a lancé le recrutement, il y a eu 350 candidats qui se sont pointés. Oui. On était étonnés. On a dit, mais ah bon? Jusqu'à ces points-là?
Nous, on croyait que les gens allaient avoir honte voilà, de venir parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire, tout ça. Mais je vous dis, 350 candidats et l'école ne pouvait pas tous recruter. Donc voilà, bon, on a sélectionné, on a dit, bon, on a du boulot. Il y a du boulot quand même. On a sélectionné. Alors c'est ça qui nous a poussé à créer, à commencer avec 4 classes. Oui. 4 classes de 40 élèves par classe. Oui. Donc, ça fait 160 élèves. Donc, ils sont là depuis 2020. La première promotion est sortie. Maintenant, c'est la deuxième promotion. C'est opérationnel. Alors, on réfléchissait aussi. On s'est dit, voilà, si on alphabétise, on laisse les gens comme ça. Donc, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Parce qu'on va alphabétiser quelqu'un qui sait maintenant lire et écrire. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Donc, je pense que vous avez suffisamment donné des précisions par rapport à ce premier point, qui est l'alphabétisation par rapport aux objectifs que vous poursuivez dans votre fondation. Mais le deuxième, c'est en fait la valorisation de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et là, on sent vraiment que la fondation est vraiment une fondation patriotique, très attaché aux valeurs patriotiques de la RDC. Oui. Bon, avant d'entamer ces sujets-là, ce volet, je voudrais terminer ce que je suis en train de dire. On alphabétise les gens, oui. Alors on les laisse comme ça. Non. Alors d'où l'idée était de les former aussi. Okay. De leur donner la formation, qu'ils aient un peu une formation, qu'ils sachent au moins faire quelque chose. Dans la vie. Pour les dames, par exemple, les mamans que je vis là-bas, oui. On était en train de les former pour une formation, par exemple, couture, et dès qu'il a acquis une connaissance là-dessus, on lui achète une machine à coudre, elle devient autonome dans son quartier. Exactement. Il ouvre son atelier, il commence à coudre, il peut faire, il aura un compte qu'il va gérer elle-même. Voilà, c'est dans ce but-là. Donc on va continuer, parce que là on va encore évoluer, on va étendre ce projet un peu partout, dans tout le pays. Donc là c'est un projet, c'est des classes pilotes qu'on est en train de faire. Exactement. Bon, si je reviens sur la question que vous m'avez posée. Là, par rapport à la valorisation de l'histoire de la RDC. Voilà, alors ça c'est parti comment? On était à Mwanda. À Mwanda, visiter Mwanda, oui. Avec Cédric. Et c'est là où on a trouvé un site historique. Tout à fait. Un site historique. C'est là où partaient nos esclaves, nos parents, on les amenait de l'autre côté, de l'océan. Oui, pendant la traite des Noirs. Voilà, c'est au Brésil. Alors quand on a vu ça, on a dit, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est un site historique qu'on doit valoriser. Mais pourquoi c'est laissé à l'abandon comme ça? J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors c'est là où on a commencé à travailler. On s'est dit, bon, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Exact. On a réuni les chefs coutumiers. On les a réunis, on leur a posé la question, mais pourquoi vous faites ça? Et puis Mwanda, il y a presque plus de terrain. Les gens achètent à Mwanda, vraiment, au bord de l'océan, tout ça. Là. Alors la peur que nous avions, c'était que cette partie aussi soit spoliée. Qu'on achète et puis après, on oublie. Donc voilà, alors on a dit non. On a réuni tous les coutumiers, chefs coutumiers, on leur a parlé. On leur a expliqué l'importance de ces sites. Et on leur a promis qu'on va à Kinshasa, on va voir les autorités et on reviendra. Donc ne touchez pas à ces sites. Oui. Voilà. Alors quand on est revenu à Kinshasa, on a vu les autorités, nous avons présenté la situation et voilà, là on est en train de travailler là-dessus. Et ça sera un lieu touristique très important. Oui. Et ça demandera beaucoup d'argent pour restaurer ces sites. Tout à fait. Donc la Val est donnée, on travaille là-dessus. Donc je vais voir les autorités donc pour d'abord sécuriser le site. Exactement. Sécuriser le site, avoir un titre de propriété au nom de soit le ministère du Tourisme et nous on reviendra après pour l'exploitation. Voilà. C'est extraordinaire ce que vous dites. Non, mais vous savez que la RDC a une histoire très vaste dans beaucoup de domaines. Et comment comptez-vous, est-ce que vous allez vous limiter dans un domaine particulier ou vous essayerez d'étendre un peu votre vision sur d'autres domaines historiques de la RDC? Pour ces taxes-là, vous parlez de ces taxes-là. Oui. Non, on ne va pas rester sur Mwanda. Il y a beaucoup de sites ici en RDC abandonnés. Tout à fait. Oui, je vis une église, je ne sais pas où, dans la forêt, mais une église, vraiment, je crois, du 10e ou du 17e ou 18e siècle. Oui. Je dis, mais en bon état, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. J'ai dit, mais non, il faut que je regarde ces trucs-là, il faut que j'aille jusque là-bas. Voilà. C'est vraiment des monuments pour nous.
C'est des monuments qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que vous donnez beaucoup de matière au ministère du Tourisme de notre pays, la Fondation Bakambou. Non, mais je n'ai pas encore vu les ministres, donc je crois que j'aurai l'occasion de les voir et on en parlera. Exactement. Ok, merci. Ça, c'est le deuxième point des objectifs que vous poursuivez dans votre fondation. Et puis, il y a la promotion de nouvelles technologies. La promotion de nouvelles technologies. Comment comptez-vous faire cela? À travers des séminaires? Je ne sais pas. Comment comptez-vous? Pour la promotion des nouvelles technologies, nous avons commencé d'abord par faire des classes numériques. Ok. Des classes numériques. On est en partenariat avec la fondation Vodacom. Ok. Donc, on s'est mis d'accord pour essayer un peu de développer les classes numériques dans des écoles. On installe les ordinateurs avec un système dedans, des systèmes de l'éducation nationale, bien sûr le programme de l'éducation nationale, pour que les enfants viennent travailler dans une école. On met comme une bibliothèque de l'école. On met une classe numérique. Il y aura un temps où les professeurs amèneront les enfants là-bas et puis travailler sur place. Vous voyez, donc nous, on a eu à charge, dans ces partenariats, dans cette collaboration, on a eu à charge d'apporter les supports. Parce que Vodacom, Vodacom a l'application. Maintenant, les supports, il faut mettre l'application dans un support. Il ne faut pas citer nommément cette société... compagnie cellulaire ici. Bon, c'est un partenaire à nous. Donc... de parler voilà, c'est vrai. Tu as raison, oui, mais comme c'est un partenaire qu'on a l'habitude de travailler ensemble, voilà, ce partenaire amène l'application et nous, en revanche, on amène les supports. Et les supports est déjà là. On a dédouané, c'est arrivé par cargo. Tous les ordinateurs sont sur place, les applications sont dedans. Donc maintenant, on voulait lancer la campagne pour commencer les classes pilotes. Alors la campagne, donc on ne peut pas mettre de côté le ministère de l'EPST, hein, on appelle ça EPST. On ne peut pas mettre à côté le ministère de l'EPST, ni même le ministère du numérique. Donc ça, c'est l'apanage de la fondation. Voilà, donc là, on les a associés pour nous accompagner à ces lancements-là. Bon, ça devrait se faire au mois de décembre. Bon, les deux ministères ont dit non, c'est mieux de faire ça avec Cédric, que Cédric soit sur place. Cédric n'a pas le temps. On a dit non, il n'a pas le temps, donc il faut attendre. Il faut attendre le moment, quel moment Cédric sera là, ça sera au mois de mars, lors du match, tout ça. Mais je dis, même le mois de mars, ça sera impossible parce qu'il n'aura pas le temps. Cédric a dit non, papa, mais faites ça sans moi, c'est pas grave, faites ça sans moi. Bon, maintenant, on est en train de voir comment on va faire pour faire ça sans les autres, et puis bon, sans Cédric. Donc on va faire ce lancement bientôt. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire tout ce que vous venez de dire, monsieur Jonathan Bakambou. On sent qu'il y a des têtes qui réfléchissent au sein de la Fondation Cédric Bakambou, parce que tout ce que vous venez de dire là, franchement, chapeau bas à vous. On va parler maintenant au dernier objectif que vous poursuivez, c'est le sport. Le sport, c'est ce qui a fait de Cédric Bakambou ce qu'il est aujourd'hui. Et dites-nous, qu'est-ce que vous poursuivez? Mettre en place un centre de formation, créer une équipe de football, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ce point? Non, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire dans le sport, surtout notre sport à nous. Parce que quand on parle de sport, on ne voit pas seulement le foot. Hein. Oui. Il faut voir toutes les disciplines du sport. Bon, alors là, Cédric a eu une idée. Parce qu'il a dit, les sports, c'est vrai. Mais il faut d'abord commencer par la base. La base, c'est quoi? C'est la formation. Tout à fait. Et la formation dans toutes les disciplines sportives. Oui. Il faut déjà commencer par former les éducateurs. Tout à fait. Les éducateurs sont très importants. Ils sont vraiment très importants pour la suite des choses. Okay. Donc, il a eu l'idée de faire déjà un centre de formation pour les éducateurs, pour les encadreurs, les encadreurs, pour que les enfants connaissent bien le foot, connaissent cette discipline-là. On va commencer à faire venir les éducateurs de partout, pour venir former nos éducateurs ici. Là, c'est un. Deuxièmement, l'école de foot. L'école de foot, il a à cœur de faire une école parce que lui est passé par un centre de formation. Il sait comment ça se passe. Parce que moi, je sais, j'ai visité,
gestionné partout, là, dans les centres de formation. J'ai commencé à accompagner Cédric depuis l'âge de 9 ans. Oh. Ouais, depuis l'âge de 9 ans, donc, je suis allé partout avec lui. Alors, je sais qu'est-ce qu'un centre de formation. Exact. Je sais qu'est-ce qu'une formation. Parce que les enfants, quand on allait rendre visite à Cédric, vous arrivez dans un centre, tous les enfants viennent vous dire bonjour. Tous les enfants, bonjour papa, bonjour papa. Il y a une discipline. Non. C'est ça. Le foot, c'est pas seulement savoir. Et les enfants grandissent avec ça. Mais c'est ça. Le foot, c'est pas seulement jouer au foot, on te donne des ballons, tu dribbles, on t'applaudit. Non. C'est la tête. C'est la tête. Donc c'est aussi une formation comportementale. Bien sûr. Dans ces centres-là, on forme vraiment les futurs joueurs de foot. Exact. Et c'est ce que Cédric veut faire aussi. Et mais comment il compte faire? Est-ce que ça sera en partenariat avec un club européen ou non, ça c'est à il nous compte mettre ses propres moyens? Ouais, ça c'est des stratégies qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est pas encore à jour, donc c'est pas la peine de commencer à parler de ça. Mais la seule chose que je vais vous dire, c'est que il y a déjà un projet là-dessus et il y a déjà des maquettes qu'on a déjà fait, les architectes ont déjà fait leur travail, les terrains déjà, l'espace on l'a déjà. Et maintenant il reste les début de travaux. C'est pour bientôt. Et c'est pour quand? Vous n'avez pas mais c'est pour envisagé bientôt. Je reviendrai ici pour vous dire. Et je vous amènerai aussi là-bas pour aller voir. Exactement. Okay? Nous y serons pour un joli reportage. Alors, on a fini les axes de la Fondation. On va parler cette fois-ci des œuvres de la Fondation. On va poursuivre dans ce sens. Alors, Monsieur Bakambou, on a vu la Fondation, je dirais, fonctionner dans le domaine de la santé, qui n'est pas prévu en fait dans les objectifs que vous poursuivez dans votre formation. Alors comment justifiez-vous cela? Parce qu'on a vu les médecins français venir ici, qui ont travaillé avec vous et les cliniques universitaires de Kinshasa pour opérer des gens dans le domaine de la chirurgie digestive et viscérale. Et la Fondation Bakambou était partie prenante en fait dans cette mission. Alors dites-nous comment vous vous retrouvez maintenant dans le domaine de la santé alors que ce n'est pas prévu dans les objectifs que vous poursuivez dans votre fondation. Oui, ça c'est une bonne question. Oui. Je vous dirais que la fondation Cédric Bakambou ne se limite pas à ces 5 axes-là. Tout à fait. Il y a des choses qu'on retrouve ici, là, qui n'étaient pas prévues, mais on les trouve sur le terrain. Tout à fait. Donc on ne va pas croiser les bras pour dire que voilà, ça c'est pas notre axe, ça c'est pas dans les axes qu'on est en train de suivre. Non, on embrasse tout ça. Si on voit quelque chose qui ne va pas, on a vu qu'il y a des problèmes au niveau de la santé, il y a des problèmes. Nos frères et sœurs souffrent. Ils n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Oui. C'est ça vraiment qui a fait que, bon, une fois on a réfléchi, on a dit, mais en Europe... Et il y a même certains qui viennent vous voir aussi à la mais Fondation. oui, mais voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir, qui sont malades. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se faire soigner, ils ont rien du tout. Il y a des cas de cancer même, des cancers. Oui. Avec, comment, tu sais qu'un cancer, ça coûte très très cher. Exactement. Alors, là, on a commencé d'abord par solliciter des aides, de dons. Oui. En France, on s'est dit, il y a des matériels que la France dégage, on déclasse un peu, déclasse tout ça là, qui peuvent servir ici chez nous. Alors, on a essayé de voir comment accéder à ces pistes-là pour acquérir, pour avoir ces matériels. On nous a donné quelques pistes et on s'est lancé sur cette piste. Voilà, donc là, je crois que on aura bientôt un conteneur de matériel que nous allons donner à des hôpitaux qui en ont besoin ici. Alors, pendant ce travail-là, on a croisé un certain monsieur, un grand professeur à l'université, un chef de service du département des services cancérologie de chirurgie viscérale. Oui. Alors, c'est un grand cancérologue, le professeur Pierre Catan. C'est avec lui qu'on a commencé ces projets-là. Donc on l'a vu, on a discuté avec lui, et il nous a mis sur la piste, surtout pour aller chercher les matériels. Et en même temps, il nous a dit non, ils font des projets, des missions humanitaires dans plusieurs pays, mais ils ne sont jamais venus au Congo. Et pourtant, dans son service, il y a une dame qui est congolaise. Bon. On a dit oui, est-ce qu'il y a moyen qu'on commence à travailler sur ce dossier? Je dis il y a toujours moyen, pourquoi pas? Est-ce que vous connaissez? Parce que il faut qu'on travaille avec un CHU, une clinique universitaire, où on peut
amener, apporter les soins et puis la formation. Parce que leur vocation en tant que professeur, c'est former. Oui. Je dis oui. Il m'a posé la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Je dis oui, je connais des gens. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre en contact avec ces gens? Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai appelé quelques cadres des cliniques universitaires. On a fait des réunions en vidéoconférence et c'est là où ça a démarré. Et la dame qui était là aussi, qui travaille avec le professeur Catan, Madame Mireille, je sais quoi, vous avez l'occasion de le voir, Mireille Kalombo, oui, elle aussi, elle était là, c'est elle vraiment qui a tout organisé. Hein, elle a travaillé vraiment, il s'est battu pour que cette mission se fasse. Il a appelé, il a préparé le dossier, parce qu'avant cette première mission dont vous faites allusion là, ils sont déjà venus. Ils sont venus une fois, sur invitation de l'AFNED, l'association des anciens des facultés de médecine de Kinshasa. Ils étaient venus parce qu'il y avait un séminaire ici. Et pendant ce temps, on a sillonné un peu, on a visité quelques hôpitaux, quelques Mamayemo, quelques hôpitaux, et ça leur a donné quand même envie de travailler ici au Congo. À leur retour, Mme Mireille a fait vraiment un travail de titan jusqu'à ce qu'elle ait l'autorisation, que les médecins viennent au Congo, elle a eu les moyens pour les déplacements, tout ça là. Alors, toutes ces choses réunies, on a dit, bon, pourquoi on peut se réunir pour faire quelque chose de bien. Donc il y a déjà l'expertise, le groupe de médecins qui arrivent au Congo. Donc il y a déjà la structure qui est là sur place, les cliniques universitaires. Alors, pour que tout soit vraiment bouclé, il faut que la fondation soit derrière pour le financement. Oui. Parce que ces patients, quand ils arrivent aux cliniques universitaires, il y a des examens préalables d'abord avant de passer à l'intervention chirurgicale. Tout à fait. Donc la consultation, il y a des analyses, il y a bon, tout ça là, c'est payant. Donc ce qui va supporter ça, c'est le patient. C'est le patient qui supporte. Alors l'intervention chirurgicale, c'est gratuit. C'est gratuit parce que ce groupe de médecins, des médecins de Saint-Louis, l'hôpital Saint-Louis, qui fait partie des APHP, Assistance publique hôpitaux de Paris. Ces médecins viennent. Mais le service préalable est là. Mais voilà, avant d'accéder à ces interventions, il faut passer d'abord par ce que vous dites là. Voilà, c'est payant. Alors on va suivre le reportage de l'arrivée de médecins qui sont venus pour cette mission d'intervenir dans le domaine de la chirurgie digestive et viscérale, en collaboration bien sûr avec la Fondation Cédric Bakambu et les cliniques universitaires de Kinshasa. Alors on va suivre ce reportage. Suivez. Avec l'implication de la Fondation Cédric Bakambu et les cliniques universitaires de Kinshasa, ce médecin de nationalité française, spécialiste en chirurgie digestive et viscérale, vont procéder d'abord par un échange de renforcement des capacités avec les chirurgiens congolais dans cette spécialité de chirurgie qui fait appel à des gestes très techniques nécessitant donc des praticiens expérimentés réalisant un nombre important d'interventions et disposant d'un matériel de pointe. On vient de l'hôpital Saint-Louis qui est un centre hospitalier universitaire à Paris. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le service qui ont cette envie de mener une action humanitaire. Et par un concours de circonstances, on a pris contact avec la Fondation Cédric Bakambu, en fait, et on veut collaborer avec les cliniques universitaires parce que notre collaboration est hospitalo-universitaire. Nous aussi, on est un CHU, donc on veut faire de l'enseignement. Il n'y a pas que du soin dans cette collaboration. L'idée, c'est aussi de faire de l'enseignement, aussi bien aux médecins qu'aux paramédicaux, à l'encadrement paramédical, etc. Ensuite, le docteur Pierre Catan et son équipe interviendront dans plusieurs cas de maladies dont souffrent certains Congolais nécessitant la chirurgie digestive et viscérale. Le malade ne débourseront aucun frais grâce à la Fondation Bakambu dont les œuvres sociales ne sont plus à démontrer en République démocratique du Congo. La Fondation a plusieurs axes et ça fait un moment qu'on est en train de travailler là-dessus. Et là aujourd'hui, on est arrivé à la première mission. Vraiment c'est une réussite. Il y a des malades qui viennent nous voir aussi de la Fondation. Et c'est ça qui nous a donné un peu l'idée de toucher un peu à la santé. De temps en temps, on leur donne des aides. Mais voilà, avec cette mission, je crois que c'est une première. Je crois que ce ne sera pas la dernière. L'équipe médicale est au grand complet pour la réussite de cette mission aussi importante, parmi laquelle Mme Mireille Kalombo d'origine congolaise. Je suis venue avec cette équipe du professeur Catan pour apporter en fait tout simplement aider
comme on pourra aider au maximum à soigner ou à prendre soin, tout simplement. Je l'ai toujours dit, on n'est pas une ONG. On apporte ce qu'on peut apporter dans le don, tout simplement. Mais effectivement, on a mis du matériel, c'est vrai. Toute une partie, alors il y a 2 gros plans. Tout le plan chirurgical bloc, où on a mis du matériel pour pouvoir opérer pendant cette semaine. Et toute une partie qui est tout ce qui est paramédical pour prendre en charge tout ce qui est soins et pansements complexes. La Fondation Cédric Bakambu n'attend pas la fin de la carrière de l'international congolais pour jouer pleinement son rôle. C'est maintenant qu'elle s'enracine pour être encore plus forte après le parcours footballistique de l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Oui, Jonathan Bakambu, ça c'est l'arrivée de l'équipe médicale de l'hôpital Saint-Louis de Paris qui a travaillé en collaboration avec votre fondation et aussi le clinique universitaire de Kinshasa, et leur mission s'est très bien passée. Vous étiez là à la genèse de cette mission et jusqu'à la fin, parce que c'est vous qui étiez à l'aéroport, vous les avez accompagnés lors de leur retour. Donc on a senti vraiment la fondation être très active de ces côtés-là. Alors on va essayer de parler de quelques œuvres sociales que vous avez pu réaliser en RDC et pendant les confinements, lors du ravage de la Covid-19, la fondation Cédric Bakambu s'est occupée quand même des indigents, des gens qui étaient dépourvus de vivre, et vous étiez là chez eux pour essayer quand même de venir au chevet de tous ces gens qui étaient butés aux problèmes liés en fait à la nourriture, etc. Et dites-nous, quels sont les mobiles qui sont à la base de tout ce que vous avez fait pendant cette période, M. Jonathan Bakambu? Merci Patrick. Voilà, je peux revenir une seconde, même une minute, okay, sur ce sujet, oui. Le sujet qu'on vient d'évoquer là, sur l'arrivée des médecins. Je disais à la fin, là pour conclure, les gens qui vont venir, nous on vise surtout les démunis, ceux qui ne peuvent pas se payer des soins. Exact. Voilà, c'est pourquoi donc la deuxième mission, on va cibler vraiment les gens, les nécessités, qui ont besoin de soins, qui n'ont pas d'argent. Donc, au lieu de payer les soins préalables pour préparer l'intervention. Donc nous allons maintenant sur le terrain pour aller chercher le financement. Exactement. Pour financer ces frais-là. Tout à fait. Voilà. Et c'est vraiment, nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour apporter de l'aide à ces démunis. Effectivement, c'est le rôle d'une fondation, chercher le moyen, le fonds, par-ci par-là, pour arriver à soutenir ceux qui sont en difficulté. Je crois qu'il y a des gens qui nous ont compris, qui veulent nous accompagner. À l'occurrence, nous avons eu aussi l'approche avec l'Union européenne. Donc, je crois que bientôt, là, on sera secondé par l'Union européenne. Donc ça sera un soutien détail, j'espère. Alors, il y a les images de tout ce que vous avez fait là pendant le confinement. Pendant qu'on parle, on va nous balancer ces images pour que les gens voient un grand travail que vous avez abattu pendant la période des confinements, au moment où beaucoup de gens étaient dépourvus de beaucoup de choses et les gens vivaient dans des situations vraiment très compliquées. Et c'est le moment que vous avez saisi pour venir au chevet de tous ces gens. C'est extraordinaire. Oui, on les voit et puis on commente après, ou bien on commente... On peut commenter et puis ça passe. D'accord. Alors, pendant le confinement, donc nous avons vu, parce que notre rôle, c'est de regarder un peu là où on peut apporter une aide. Alors, pendant le confinement, on a vu que les gens, surtout les gens des nécessités, avaient des sérieux problèmes. Les gens qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient rien du tout. Donc, on se posait des questions. Comment ces gens pourront vivre? On demande aux gens de se laver les mains, tout ça là, mais il faut quand même qu'il y ait de l'eau. Donc, voilà, c'est parti comme ça. On a dit, bon, cette fois-ci, on va lancer maintenant une opération humanitaire, c'est ça. Donc, on est allé voir ces gens-là en place, donc dans leur fief. On a apporté des vivres, on a apporté de quoi manger. Donc moi, j'étais vraiment, j'avais un sentiment, je ne sais pas quoi. Donc ça m'a, il y a une maman qui m'a fait pleurer parce que cette maman ne savait pas quoi donner à ses enfants. Et du coup, comme ça là, à l'improviste, on lui amène 40 kilos de vivres. Elle était en pleurs. Elle était en pleurs, je vous dis. Donc vraiment, c'est pourquoi on dit, il y a plus de joie
donner que de recevoir. Voilà. Alors quand on donne, on a plus de joie que quand on reçoit. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment beaucoup aidé des gens, des mini, tout ça là. C'était vraiment une action qui jusqu'à présent, s'il y a à refaire, je dois refaire ça. On doit encore refaire des actions comme ça là. Bon, on a placé des citernes d'eau de 500 litres un peu partout dans tous les coins du pays. Des citernes d'eau pour se laver les mains pendant le confinement. Vraiment extraordinaire ce que la Fondation Bakambu fait. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission, mais fait signe. Monsieur Jonathan Bakambu, merci beaucoup d'avoir été notre invité cet après-midi pour le compte de l'émission News au Sport donc on a beaucoup plus parlé de votre fondation et de votre fils qui fait partie de l'équipe nationale de la RDC, et on a également parlé du tirage au sort de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire de l'année prochaine, et la RDC se trouve dans un groupe un peu abordable selon certains observateurs sportifs, et merci donc à tous ceux-là qui nous ont assistés sur ce plateau. Merci à tous les téléspectateurs qui ont accordé une attention particulière à l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique également qui était au four et moulin pour nous permettre de nous présenter dans vos salons à travers vos postes et téléviseurs. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain dans le cadre de la même émission. Merci en tout cas encore une fois de plus. Au revoir, à très bientôt.